Bienvenue dans cette 3e saison du podcast Récits ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Comment te sens-tu ce matin? Mais ça va, un peu fatiguée, mais et la petite est agitée, je sais pas pourquoi. Hein. Je lui redonne son nichon, c'est bon. Le nichon magique. Ouais. Mais ça va très bien. Je suis contente. Enfin. Tout à fait, enfin. Et voilà. Donc te voilà enfin donc en live, sachant que on avait eu un loupé la semaine dernière parce que Instagram m'avait puni, ne souhaitant pas que je vienne en live sur Instagram. Voilà. Est-ce que tu serais d'accord de te présenter en peu importe le nombre de mots qui te viennent et de nous partager ce que tu aimes? Oui, je suis d'accord. Je m'appelle Lorlaï, j'ai 29 ans. Je vis à la campagne avec mon chéri, mon chien et maintenant mon bébé. Et on va dire que quand je me présente, je dis que je suis une magicienne. Je suis une magicienne de l'âme. Et j'aime tout ce qui est la nature, la vie en fait, les humains, les bébés, la peinture, je suis chanteuse, je suis carleuse, vendeuse, je suis plein de choses. Voilà. Tout à fait, une magicienne. Merci beaucoup d'être là ce matin. Avec plaisir. Donc pour nous partager cette naissance souveraine, libre, dans ta pleine puissance. Et on avait discuté que ça pourrait être vachement intéressant que tu nous partages ce parcours de grossesse qui a été intense, que j'ai eu l'honneur de suivre via tes partages voilà, tout du long. Mais je pense que ça peut être vachement très nourrissant, voilà, que tu nous partages tout ça. Je vais vous partager ça avec plaisir. Hein. Je vais essayer d'être précise et pas trop m'étaler dans tous les sens parce que 9 mois, c'est quand même long. Mais ça va le faire. Par où tu veux que je commence? Pourquoi j'ai fait ça, peut-être? Est-ce que tu aimerais commencer peut-être par
qu'est-ce qui t'a amené, un petit peu ma question habituelle, de qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette naissance? Eh bien, du coup, ouais, pour moi, c'était complètement évident de l'enfanter à la maison parce que clairement, la naissance, c'est sacré et ça doit pas se faire à l'hôpital, selon moi. L'hôpital, c'est en cas de d'urgence vitale. S'il y a la maman ou le bébé qui est en danger de vie, là oui, l'hôpital, c'est carrément bon, quoi. Mais sinon, c'est absolument pas un acte médical, donc il n'y a pas de raison d'aller à l'hôpital en fait. Et surtout, pour guérir le monde, clairement, il faudrait que les naissances se passent à la maison, dans le foyer, et qu'on redonne la confiance aux femmes et aux bébés de naître, quoi. Donc, du coup, c'était évident. Et en gros, c'est après une thérapie sur moi-même, tout ça, que je me suis sentie capable d'avoir un bébé déjà, et puis d'aller jusqu'au bout, du coup. Voilà. Ben oui, c'est beau que tu te sois offert ce retour à soi via cette thérapie pour aller vers ce qui t'était juste. Et tu es quand même passé par un suivi de grossesse intense. Est-ce que tu as envie de partager peut-être comment tu as su que ce bébé était venu dans ton ventre et comment a été les premières étapes? Qu'est-ce que vous avez choisi de faire? Carrément. Et ben en fait, avec mon chéri, en revenant de voyage, on s'est dit, bah là c'est le bon moment. Ça fait un moment qu'on en a envie. Et là, on se sent prêt d'accueillir une nouvelle vie, de fonder notre famille. Donc, on l'a décidé, on l'a fait. Et il n'y a pas eu besoin de batailler, hein. Je suis tombée enceinte tout de suite. Et, euh, et puis un jour, pas longtemps après, je sais pas exactement les dates, tout ça, mais bon, pas longtemps après, forcément, j'ai entendu, euh, j'ai entendu l'âme de mon bébé parce qu'en fait, je suis clairaudiente. J'entends beaucoup de choses. Et j'entends l'âme de mon bébé qui me bourdonne dans les oreilles un soir. J'étais en train de m'endormir et ça me bourdonne tellement fort. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai vite compris ce que c'était. Et j'ai senti mon bébé s'incarner dans mon utérus. Et j'ai su tout de suite que c'était une fille et qu'elle s'appelait Alma. Alors, bon, ça m'a fait un peu flipper sur le coup. Je me suis dit, bah, carrément, pourquoi pas. Ça m'a mis un petit peu en stress, hein. Là, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Voilà. Et quelques jours après, du coup, j'en étais sûre en fait. Je l'ai dit à personne. Hein, c'est pas le genre de truc qu'on va dire parce que bon, voilà. Mais j'en étais sûre. Donc j'ai fait un premier test de grossesse négatif. J'ai un petit peu précoce. Et puis avant d'aller à une soirée, c'était le 17 décembre. Je me suis dit là, il faut que je refasse un test parce qu'il faut vraiment que je sois sûre d'être enceinte. Même si j'en étais sûre au fond de moi, on a toujours envie de vérifier. Enfin, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas envie, moi j'ai envie. Alors, j'ai fait un second test, et là, bah, positif, hein, donc de la joie, quoi. De la joie, de la joie. J'étais là, mais voilà, ça y est, j'y suis. Et, euh, et j'ai une bonne intuition. Et j'entends bien ce que j'entends, et c'est une fille. Mais c'est une fille, c'est une fille. Alors, j'ai annoncé ça à mon chéri. Je lui ai tout de suite dit que c'était une fille. Bon là, il m'a dit non, mais c'est peut-être un garçon, détends-toi. Bon, si tu veux, je me détends. Donc voilà. Tout de suite, je suis allée prendre rendez-vous avec ma médecin pour faire la prise de sang, tout ça, parce que je voulais un suivi médical. Euh, un petit suivi médical. De toute façon, j'étais sûre que tout allait bien se passer parce que bah, je suis puissante, mon corps sait faire, mon bébé, ça sera nickel, c'est le bon moment. Je le sentais grave. Bonne intuition. Euh, donc, je suis allée voir mon médecin, on a fait la prise de sang, donc je suis bien enceinte. Et puis, euh, pendant 3 mois,
je suis restée à me faire suivre avec elle. On a fait quelques prises de sang, je crois, pour les maladies, tout ça, pour voir si j'avais des maladies transmissibles, machin. Euh, et puis ensuite, on a fait la première échographie. Dans le village à côté, il y a un échographe très bien. On est allé le voir, on a fait l'échographie. Donc, il y avait la datation. Et puis le premier trimestre, mon chéri est venu avec moi, plein d'émotions. On était très heureux. Et puis, euh, ma meilleure amie qui a eu 3 enfants me dit quand même, c'est pas hyper suivi ton truc. Je trouve, je me reconnais pas là-dedans. En fait, elle s'est mise à ma place vu qu'elle elle a vécu ça 3 fois. Donc je lui ai fait confiance parce que je me suis dit ok, on va aller voir une sage-femme parce que c'est ce qu'elle m'a conseillé. Elle m'a dit tu devrais aller voir une sage-femme. En plus, vu que tu as le projet d'accoucher à la maison et que mon conjoint lui, il voulait qu'il y ait une sage-femme ou un médecin ou une sage-femme ou une infirmière, peu importe, quelqu'un qui puisse gérer si s'il y avait quoi que ce soit. Donc je me suis dit ok, moi aussi j'aimerais bien qu'il y ait une sage-femme parce que c'est mon premier bébé, je sais pas comment ça se passe, c'est quand même c'est rassurant. Et et donc j'ai écouté tout ça et puis je suis allée prendre rendez-vous avec la première sage-femme que j'ai trouvée dans mon téléphone quoi. Je me suis pas posé la question de savoir si il y avait des sages-femmes qui pratiquaient ou pas les accouchements à domicile. Pour moi, c'était évident. Dans ma naïveté, je me suis dit de toute façon c'est obligé, quoi, on peut pas faire autrement. donc donc j'ai pris rendez-vous avec cette sage-femme qui était à côté et euh, et ça c'était le début des emmerdes. Du coup, euh, déjà le premier trimestre, je le vivais pas hyper bien parce que j'étais super fatiguée. J'ai tout qui se chamboulait en moi. J'avais plein de traumatismes que j'avais pas forcément réglés qui remontaient. Donc mon bébé est en train de m'offrir une seconde thérapie. Donc j'étais vraiment très très vulnérable et super fragile dans plein de choses. Et j'avais vraiment pas besoin de tomber sur cette femme-là du coup, parce que du coup premier rendez-vous avec cette femme. Ah oui bébé, tu t'en souviens? Premier rendez-vous, donc on se présente, tout ça. Elle me demande un peu de raconter un peu ma vie pour voir comment je me sens dans ma tête. Enfin, c'est un rendez-vous, premier rendez-vous quoi avec une sage-femme, j'imagine. Et puis, je suis un peu costaud. Je suis un peu costaud et elle s'est dit tiens, je vais lui faire le test du diabète. Parce que tout de suite, je lui ai dit, moi, je veux accoucher chez moi, à domicile. Est-ce que vous pouvez venir normal, quoi. Et elle me dit non, pas du tout. Moi, je fais pas ça. Dans le coin, de toute façon, il y en a pas. Donc, dit il y en a pas. Il y en a peut-être une qui va s'installer, mais bon, je sais pas si elle sera là d'ici la fin de votre grossesse. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est d'aller à la maternité à côté. Ils ont un label Amis des bébés, je sais pas quoi. Ils ont une salle nature. Bon, on en reparlera plus tard de votre projet de naissance. Pour l'instant, on va s'occuper de votre santé, celle du bébé. Bon, j'étais complètement dégoûtée, hein, déboussolée. Je me bats chialer, hein, forcément. De toute façon, c'était très simple de pleurer à cette époque-là. Et comment elle m'a fidélisée, comment j'y suis retournée, c'est parce qu'elle me faisait une échographie vite fait et je voyais mon bébé, donc ça me procurait énormément de bien. En fait, de voir mon bébé, j'étais trop heureuse, donc je me suis dit, je vais y retourner. De toute façon, je vais retourner la voir. Hein. Elle me dit que c'est chaud. Bon, on verra ça. Je vais peut-être essayer de trouver une solution. Et puis c'est là que j'ai commencé à parler avec des doulas un petit peu. Donc, toi, j'ai commencé à doucement parler un petit peu à d'autres personnes que cette femme-là, mais tranquille. Donc
je fais son fameux test, là, sa prise de sang. C'était même pas le test, c'était une prise de sang pour le glucose, tout simplement. Je fais la prise de sang, je vais chercher les résultats et vu que c'était pas en gras, je me suis dit bah c'est bon, tranquille, nickel, je suis bien. Et je au deuxième rendez-vous, donc je ramène ma petite feuille avec ma prise de sang qui pour moi était bien. Je rentre dans le bureau, elle me dit bonjour, comment te sens-tu? Je dis nickel, tout va bien, ça va, super. Toujours heureuse d'être enceinte, hein. Et du coup, la tête d'enterrement qu'elle me fait, elle me présente une femme qui avait avec elle, qui était une accompagnante en périnatalité en formation. Donc elle disait qu'elle était doula, mais elle voulait pas qu'on l'appelle doula. Je peux comprendre pour le mot parce qu'il y a une histoire derrière ce mot-là, tout ça, bon bref. Mais bon, du coup, c'est une doula en formation. Ok. Est-ce qu'elle peut rester? Je dis bah oui, je vois pas pourquoi elle pourrait pas rester, super. Et elle me dit bon, comment te sens-tu après les résultats? Je dis bah super, qu'est-ce qu'il y a mon résultat? Elle me dit bah écoute, tu vois pas? Bah non, je dois voir quoi? Eh ben écoute, t'es à 1. T'es à 1. Donc c'est 0,92, donc tu fais du diabète gestationnel. Et là commence le grand discours sur le diabète gestationnel. C'est dangereux. Mon bébé peut être trop petit, trop gros. Il peut avoir des problèmes très très graves. Il peut mourir. Donc du coup, il faut que je me fasse suivre par un comment ça s'appelle un diabétologue. Là, non, c'était pas ça. Un endocrino. Elle a des contacts. Elle va me donner un contact. En plus, quand même, il y a pas mal de kilomètres pour y aller. J'ai 45 minutes de route. Donc, elle va me donner le contact. Il faut absolument que je me fasse suivre. Il faut que je fasse un régime. Et si jamais le régime, ça ne va pas, il faudra peut-être prendre des cachets ou faire des piqûres d'insuline. Mais c'est le deuxième rendez-vous avec la sage-femme, quoi. Alors que, avec mon médecin, elle m'avait juste dit, il faut faire attention au sucre. Alors là, je te connais, t'es gourmande, tranquille. D'accord. D'accord. Je fais attention. Mais elle, carrément, il faut aller voir l'endocrino, machin truc. Moi, je prends peur. Je me mets en sanglots, je n'en pouvais plus. Et en plus, pour être sympa, elle rajoute une petite couche et elle me dit, du coup, tu pourras pas accoucher à domicile quoi qu'il arrive. Je te conseille de tout de suite prendre rendez-vous avec la maternité pour fixer les rendez-vous parce qu'il va y en avoir plusieurs. Il faut que tu sois suivi. Donc, prends rendez-vous, visite la maternité, visite la salle nature, vois comment ça se passe, machin. Ok. Donc là, je sors de là, je suis dévastée, j'appelle tous mes amis, parce que je suis comme ça, moi, il faut que je décharge. Je garde pas mes émotions, faut que ça sorte. Et puis, mon chéri me dit, si ça te met dans un tel état, ne retourne pas la voir, en fait. Retourne pas la voir, va voir ton médecin, terminé. Et là, je lui dis, mais si c'est grave, et comment je vais faire, et tu te rends pas compte. Et il me disait, non, mais je le sens pas, je vois. Bon, ok. Euh, et aussi, du coup, il y avait cette doula, on va dire, en formation, qui en a profité pour me donner sa petite carte et me dire, écoute, si tu as besoin de parler, je suis là, je sers à ça, je sers à plein de choses. Et puis comme ça, en plus, t'as ton terme, c'est la date que j'ai besoin pour valider ma formation, tout ça, machin truc. En fait, j'étais parfaite pour elle pour valider son truc. Et je lui ai dit ok, y a pas de souci, de toute façon j'ai besoin d'aide. Et puis elle me dit c'est gratuit, donc bon, ouais, on passe pas à côté de ça non plus, quoi. Ça fait voilà quoi. Donc je lui ai dit ok. Donc j'ai commencé à me confier à elle et tout, alors sans vérifier si toutes les deux on avait le feeling, si ça passait, si j'ai commencé à me confier tout de suite. J'avais besoin de décharger. Et, euh, et donc on a commencé à faire un petit bout de chemin ensemble. Et j'ai quand même continué. Je suis allée prendre rendez-vous avec une endocrinologue qui m'a dit que j'avais du diabète, point, que il fallait que je me pique avec une petite machine 6 fois par jour.
pour connaître le taux de glucose, tout ça là, de glycémie, la glycémie, voilà, connaître la glycémie. Il fallait pas que je dépasse, il fallait que je sois entre 0,95 et 120 après avoir mangé. Enfin, un délire, que des chiffres, laisse tomber. Régime de fou, alors que j'ai jamais réussi à faire un régime de ma vie, régime de dingue. Plus de gros sucre, hein, forcément. Euh, donc, je fais tout ça. Pendant une semaine, je m'y tiens super à fond. Mais j'avais le moral, mais dans les chaussettes, au fond, au fond. Et du coup, ben, euh, petit à petit, j'ai un peu lâché le truc. J'avais rendez-vous 3 semaines après. Et j'ai lâché le régime un petit peu, j'ai un peu déconné. J'ai rendez-vous avec elle une seconde fois. En attendant, j'avais eu un seul rendez-vous avec la sage-femme et un rendez-vous avec la doula. Bon, ça suivait son truc, hein, diabète, 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 attention, voilà, ok. Mais il n'y a pas de comment te sens-tu, est-ce que c'est ok pour toi de faire ça, enfin non. Il faut le faire, c'est comme ça. La vie de ton bébé est en danger, attention. Donc, euh, euh, où j'en suis? Ça me remet un peu dans mes émotions, tu vois. Mais normal, mais enfin, je me souviens quand on a pu échanger à ce sujet, c'était, enfin, pour moi, c'est de l'ordre de des menaces et de la torture, donc je conçois que là, ça remonte et que, bah, en fait, bah, oui, c'est pas normal ce qui s'est passé et de la manière dont on t'a accompagné, quoi. Non, mais c'est pas le pire du coup. C'est que je les ai vus. Et euh, donc deuxième rendez-vous chez l'endocrino. Après ça, et j'arrive avec mes résultats tout foireux. Je notais tout ce que je mangeais. J'arrive avec mes calepins. Je dis voilà ce que j'ai fait. Je fais de mon mieux. Puis c'est bon, c'est pas. Je dis moi je me sens bien en fait. Je me sens bien et mon bébé va bien, je le sais. Donc en plus j'avais fait une échographie, je crois. Il y avait une deuxième échographie, des échographies en tout, j'en ai eu 5 avec ces conneries. Et tout allait bien en fait. Mon bébé était dans leur courbe, pile poil, tout allait bien, j'allais bien, mais quand même, il y a urgence. Je lui montre tout, et puis là, elle me dit mais ça va pas du tout. Si vous n'êtes pas capable de faire un régime, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que vous fassiez suivre, machin. Et je me mets à chialer, et je la saoulais. Et clairement, je la saoulais très très fort. Elle me dit, il faut que vous ayez voir un psychologue, faites-vous suivre pour essayer d'encaisser tout ça, machin. Je dis, mais là, en fait, c'est en train de me monter ce que vous me faites là. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, je sais pas ce que je peux faire. Parce qu'elle voulait que je trouve la solution. Elle me dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'en sais rien. Dis-moi, c'est toi. Elle me dit, bon, on va vous mettre des piqûres d'insuline le matin et le soir. Voilà. Et bon, ben, j'étais ok. Si c'est ce qu'il faut faire, parce que du coup, elle m'a rabâché le truc. Vous mettez votre bébé en danger, et c'est dangereux, et machin et tout, pour essayer vraiment. Faut que je le fasse ces piqûres d'après elle. Donc voilà. Je me dis ok. Euh, J'appelle une infirmière. Elle vient me faire une première piqûre un matin. Et là, je me fous en sanglots, je pleure, ça résonne pas avec moi. Mon corps, il en tremble, je me sens super mal. Elle était super gênée, la pauvre infirmière. Elle dit, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Et j'ai fait la piqûre 2 heures après avoir fait ça et avoir mangé. Ça avait foutu tout mon corps en branle. Ça avait fait n'importe quoi. Le taux, il était monté à 126, un truc de fou, que j'avais jamais eu ce genre un truc de fou, de rien du tout en plus, hein, parce que ça me paraît normal en vrai, mais bon. Avec cette piqûre, c'est pas normal. Donc, là, je me suis dit, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est beaucoup trop. J'arrête tout. Et à midi, l'infirmière me rappelle. Elle me dit, j'ai appelé l'endocrino. Est-ce qu'il faut venir vous piquer aussi le midi? Parce que si jamais vous mangez un petit peu trop gras ou quoi, ce serait mieux de faire une piqûre. Elle m'a dit de venir en plus le midi. Et là, j'ai dit, vous savez quoi? Vous venez pas. C'est fini. Vous venez plus. Vous êtes très mignonne, mais l'endocrino, je peux pas la piffrer. Ces conneries, je peux pas les encadrer.
Donc, il n'y a plus personne qui va venir chez moi. Je vais pas aller voir cette femme. Merci beaucoup, mais je suis allée un petit peu trop vite là. Je me suis un peu enflammée à vous appeler, donc merci de vous être déplacé, mais c'est fini. Donc, comme vous voulez. Au revoir, bonne journée, à jamais. Et, euh, et là, j'en ai eu vraiment marre. Là, je me suis dit là, c'est bon, là, on arrête les conneries. Je vais aller voir mon médecin. Je suis pas allée voir mon médecin depuis super longtemps. Elle sait même pas où j'en suis. Je vais aller la voir. Et entre-temps, j'avais toujours la doula qui me disait quand même, faut te faire suivre le diabète et tu te rends compte, on va trouver une solution. Et elle me poussait à aller à la maternité aussi en même temps. Elle me disait, et puis il faut que la maternité accepte que je sois là. Et puis elle prenait un peu le chou pour plein de trucs. Et là, j'ai mon ami thérapeute qui m'a appelé entre-temps. Puis le bon moment, en fait, j'avais besoin d'un coup de boost et de me remettre dans le droit chemin. Il m'a appelé. Je vais donner son nom parce que c'est un homme extraordinaire. Il a changé ma vie, clairement. Il m'a donné des clés que je n'avais pas et que toute l'humanité a besoin. Il s'appelle Xavier Janvrin. Et ce mec-là, je remercie tellement la vie de l'avoir mis sur mon chemin. Il m'appelle juste pour savoir comment je vais parce qu'il savait que j'étais enceinte et voilà, il voulait savoir. Et je lui explique un peu tout le truc. Il me dit mais n'importe quoi en fait. Cette histoire de diabète, ça m'étonne pas que tu l'aies. Et puis de toute façon, si t'as un gros bébé, c'est normal. Euh, T'as vu la taille de ton mec, t'as vu comment tu es. Ça serait plutôt logique que tu fasses un gros bébé. Et puis ça veut rien dire. Bref, il me donne du boost de fou. Je raccroche de là, je me dis mais carrément en fait, j'ai arrêté de me faire pisser dessus quoi. Clairement, c'est fini. Je vais voir mon médecin. Je lui montre la prise de sang avec le diabète. Je lui dis voilà, j'ai envoyé chier l'endocrino. Euh, euh, il faut que je me fasse suivre. Est-ce que vous pouvez me suivre en fait? Parce que j'avais pas lâché quand même l'affaire complètement à ce moment-là. Donc je lui demande de me suivre par rapport à ce diabète. Et elle me regarde, elle me dit mais diabète de quoi? Je dis t'as pas de diabète là. Elle me dit du coup, ben vu qu'ils ont tous commencé à te mettre cette pathologie sur le dos, euh, et on va faire un test du glucose si tu veux bien. Et comme ça, tu seras plus emmerdé. Et il y a plus d'histoire de suivre rien du tout. Tu fais attention au sucre, comme tu dois faire attention depuis toute ta vie, et puis ça ira très bien. Et donc, je fais le test du glucose. Et puis j'avais toujours la doula qui me disait, ouh là là, mais t'es sérieuse, t'as abandonné l'endocrino, est-ce que ton médecin va pouvoir te suivre, machin, et truc. Je dis, ah oui, oui, ça va bien se passer. T'es un petit peu en train de me gonfler, toi. Et finalement, tu devais être une aide et puis une oreille attentive, mais t'es en train de me les briser. Et en parallèle, bah, je me confiais beaucoup à toi. Et c'était beaucoup mieux que ça. Et il y a tellement de choses qui remontent que des fois je me perds. Je suis désolée si c'est pas très audible. T'es dans tu es un, deux, trois, tu es dans tes relevailles. Donc, ton cerveau est en pleine matrescence. Donc, entre les émotions et la réorganisation cérébrale, c'est normal. Ok, cool. Parce que là, je suis perdue un peu. Mais ça va. Je m'en souviens quand même. Hein. Donc, je fais ce test de glucose. Et en fait, ben, tout allait bien. Je faisais pas de diabète gestationnel. J'étais à pile poil 0,92. En plus, ils te font boire un truc, c'est du sucre pur. Hein, t'avais 75 millilitres, là où sont, je sais pas combien, enfin, une petite fiole là. Tu restes 2 heures là-bas, tu te fais piquer 15 fois. Je fais ce test-là, je retourne voir mon médecin. Elle me dit, ben voilà, nickel en fait. Donc maintenant, donc je l'ai regardé en mode, c'est bon, on continue le suivi toutes les deux. Et là, j'ai oublié des petits passages du coup. Parce qu'entre-temps, je suis allée à la maternité. J'ai pris des rendez-vous, ils m'ont donné 8 rendez-vous, un truc comme ça. Parce que pathologie grave, machin, grave. Pathologie. Euh, et j'ai visité la maternité avec ma meilleure amie. Et
Donc la salle nature, ça n'existe pas. Salle nature, ils devraient absolument pas l'appeler comme ça, parce que c'est exactement la même salle de naissance avec tout leur outil, tout leur matériel médical là, sauf qu'il y a une baignoire. Il y avait une baignoire en fonte bleue et jaune moutarde dégueulasse, et c'était ça la salle nature, voilà. Et ça c'est la salle nature. Je lui ai même dit à la sage-femme, mais là on est dans la salle nature parce que je crois que j'ai pas bien entendu. Elle me dit bah oui oui, bon on fait avec les moyens du bord, nanana. Si tu veux, je viens de faire un petit peu de peinture, on met un placard, on met tout dedans, je sais pas, mais c'est pas une salle nature là. C'est n'importe quoi. Je suis sortie de là, je me suis dit de toute façon, j'accoucherai pas ici, c'est sûr et certain. Je sais pas où j'irai, mais j'irai pas là. Voilà. Donc après tout ça, euh, j'ai demandé à mon médecin de me suivre à la place des sages-femmes, et j'avais un dernier rendez-vous avec la sage-femme en question. Et je disais tout à la doula en fait. Je me confiais énormément à elle. Je lui disais voilà, là on va arrêter avec elle. J'espère que ça te pose pas de problème parce que c'est elle qui t'a présenté tout ça, mais elle me disait que non, que elle me suivait, que ce qui était juste pour moi c'était ok. À part accoucher chez moi finalement parce qu'elle avait pas les compétences et que elle pouvait m'accompagner, mais qu'il fallait que je trouve une maternité absolument parce que elle n'avait pas le droit pour se couvrir, tout ça. J'entends bien que s'il y avait un truc, je pouvais porter plainte, machin. Je dis, mais moi, c'est pas mon délire, ça. J'assume la mort, j'assume la vie, c'est pas mon délire, mais bon, tu peux dire ce que tu veux, les gens te connaissent pas et te font pas confiance, c'est comme ça. Et je lui dis, voilà, là, ça va être le dernier rendez-vous, donc elle était tout le temps avec moi au rendez-vous. Et je vais lui expliquer que c'est mort. Je vais pas lui dire que j'ai fait le test du glucose et que je lâche l'affaire avec son diabète de merde. Je vais juste lui dire que c'est fini. Donc j'annule tous mes rendez-vous sur Doctolib avant d'y aller. Et puis quand on se voit, du coup, c'était hyper tendu. Euh, je lui explique que ma disquette, c'était juste de lui dire, ben voilà, maintenant j'ai pris tous les rendez-vous à la maternité. Ceux qui vont me suivre, et j'ai pas besoin d'une sage-femme en plus, c'est pas la peine. Elle était super dégoûtée parce que, si tu veux, moi je vois sur Amélie combien elle prend. Et elle prenait plus que pour une pathologie, une femme qui avait pas de patho justement. Et j'ai regardé ça. C'est le constat que j'ai fait à la fin. Et donc c'était hyper tendu. Elle me fait son speech parce qu'elle voulait absolument me faire son cours comme à chaque fois parce qu'elle les rendez-vous avec elle c'était des cours. Elle répétait son truc étape par étape. Donc elle me répète son truc, le bébé comment il passe par là, machin. Elle était hyper sèche, elle allait hyper vite et puis elle me laissait pas en placer une. Et puis au bout d'un moment elle me dit de toute façon j'entends bien votre demande. Je sais que vous voulez que je vienne vous accoucher chez vous, sauf que moi je fais plus ça. J'ai une vie. À cause des femmes comme vous, les sages-femmes sont prises en otage pendant 1 mois. Vous vous rendez pas compte. On a une vie. Vous êtes une égoïste. Alors qu'il y a des maternités. En plus, votre pathologie, vous vous rendez pas compte. Vous vous mettez en danger. Vous mettez votre bébé en danger. Et puis moi, le jour de votre terme, je suis en vacances. Je l'ai regardé, je savais pas quoi dire, donc j'ai rien dit, clairement. Je réponds pas à ça. Pourtant, j'ai du caractère, hein, mais là, quoi dire? Rien. Et du coup, j'ai fini son speech, et puis à la fin, je lui fais une petite blague. Je dis, de toute façon, vous êtes pas là le jour de mon terme, donc il n'y a pas d'embrouille, en fait. Et elle me dit, je lui dis, vous êtes en vacances, parce que c'est ce qu'elle m'avait dit. Me parlez pas de mes vacances, ça va me vexer, ça va pas le faire. Ok, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Et puis à la fin, on se lève. En plus, elle me faisait m'asseoir tout le temps sur un ballon. Et déjà qu'elle fait 2 mètres, je me sentais hyper petite face à elle. C'était vraiment un truc réducteur. Je sentais qu'elle voulait être en puissance. C'est elle la sage-femme, elle sait. Moi, je sais rien. Je suis une primipare de merde. Vraiment, c'était ça. Elle pouvait pas me piffrer parce que je n'allais pas dans son sens. Je continuais à dire que les accouchements à domicile c'était beau, que la nature était bien faite. Et à chaque fois, ça la mettait en. Elle était plus ou moins d'accord avec moi, mais j'étais égoïste. Voilà. Donc, ça pouvait pas le faire. On se dit au revoir. Elle me dit, je vous déconseille fortement, Lorelai, de faire un accouchement à domicile sans assistance. Vous allez vous mettre en danger. Je vous le déconseille vraiment.
Et puis, c'est pas la peine de m'appeler le lendemain de l'accouchement pour venir vous faire des papiers, parce que oui, je vais venir, mais alors je serai très très en colère. Voilà. Je l'ai regardé, j'ai un petit peu souri parce que je me suis dit, mais à quoi tu t'attends? Tu crois que je vais t'appeler toi si je fais ça, sachant que tu es en train de me prendre la tête comme pas permis et que tu es complètement folle, tu es ravagée. Je t'appelle pas. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Il y en a beaucoup des sages-femmes quand même. Hein. Il y en a bien une qui va venir. Donc merci, au revoir. On claque la porte. Je sors de là. Je tremblais. Je n'en pouvais plus. Je me suis pas mis à chialer tout de suite parce que j'étais encore sur les nerfs. La doula, du coup, elle me suit parce qu'à chaque fois qu'on allait voir la sage-femme, elle venait chez moi et on débriefait, on parlait, tout ça. Et ce jour-là, en plus, elle devait me faire un massage. Elle m'a fait un massage. Ça m'a un peu détendue parce que sa spécialité, c'était masser les femmes enceintes et masser les bébés, faire des cours de yoga aux bébés, tout ça. Elle me masse et pendant le massage, elle me fait un truc chelou. Elle me touche des points énergétiques et ça me fait super mal quand elle me les touche, alors que normalement, on me touche au centre du cœur, ça me fait rien, quoi. Là, ça me brûle, ça me fait mal. Je lui demande d'arrêter, elle insiste. Je me dis, elle est chelou, elle fait des pratiques bizarres, je sais pas, ça commence à monter dans le cerveau. Puis elle continue de me dire, bon, c'est bien, vous avez lâché la sage-femme, mais maintenant, il faut quand même vous faire suivre pour le diabète, il faut trouver quelqu'un d'autre. Il faut trouver une sage-femme pour vous accoucher à domicile si c'est vraiment ce que vous voulez. Sinon, il faut une maternité parce que moi, je pourrais pas vous accompagner sinon. Et machin. Et de toute façon, si vous accouchez chez vous, bah, je serai obligée d'appeler les pompiers ou le SAMU parce que bah, je peux pas prendre le risque de vous laisser accoucher chez vous. Le risque de quoi, en fait? C'est quoi le risque, en fait? Donc voilà, toujours anticiper le risque, hein, ça c'est la France. Sachant Et qu'en plus, le texte de loi peut être vraiment compréhensible de diverses manières, mais il y a à aucun moment, en fait, c'est illégal qu'il y ait vraiment, il n'y a pas marqué, c'est illégal qu'une doula soit seule avec un enfantement à la maison. Voilà. C'est juste, voilà. Mais je pense qu'elles se font monter la tête quand elles sont en formation, tout ça, et on leur fait peur, quoi. Toujours la peur, la peur. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, est-ce que je peux la laisser tomber elle aussi? Et puis on en a parlé, et tu m'as dit qu'elle avait pas besoin de moi pour valider sa formation. Et je me suis un peu renseignée, en effet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit au revoir aussi par la suite. Hein. Je lui ai dit, bon, voilà, c'est plus possible. Je vais continuer mon chemin seul. Hein. Donc, elle n'a pas compris, elle était choquée. Donc, tout de suite, elle a appelé sa copine sage-femme, et puis toutes les deux, elles se sont montées de bourrichon. La sage-femme a envoyé une lettre à mon médecin en disant que j'étais folle, inconsciente, que je mettais la vie de mon bébé en danger, qu'il fallait pas me laisser faire ça, autant accoucher à la maison que ne pas me faire suivre pour le diabète surtout. Et puis mon médecin, elle me dit juste ça. Elle me dit je vais pas te faire lire la lettre parce que bon, ça sert à rien. Elle me dit les gens comme ça, il faut juste les laisser tomber et passer à autre chose. Ça m'a mis dans une colère qu'elle fasse un truc pareil. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est capable de faire alors? D'appeler la maternité aussi, la PMI, de faire quoi en fait? C'est quoi son but en plus de me faire ça? Enfin, je suis restée polie avec elle. Je fais ce que je veux quand même. C'est mon corps, c'est mon bébé. Si je le sens comme ça, je le sens comme ça, non? Donc j'ai continué avec mon médecin. Ouais, j'ai le mot infantilisation qui vient là. C'est De fou. De fou. Des fois, je peux faire un peu enfant, peut-être. On me prend peut-être pas au sérieux comme ça, mais je sais ce que je fais. J'ai toute ma tête, hein, vraiment, vraiment. Ouais. Donc, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais bon, peu importe. Frustrée, je sais pas. Elle a peut-être pas l'habitude, cette sage-femme, que quelqu'un aille à l'encontre de ce qu'elle a décidé. Et puis finalement, quand j'ai cherché, parce que je voulais quand même une sage-femme pour enfanter à la maison. Je désespérais pas. Et en plus de ça, j'avais eu la femme de mon thérapeute au téléphone, qui est ostéopathe, qui a enfanté à la maison 3 fois, qui m'a donné des petits tuyaux. Elle m'a dit, bon là, tu t'es sacrément mis dans la merde avec le médical, t'as trop mis les pieds dedans. Maintenant, pour t'en sortir, il faudrait faire patte blanche, tout ça. Et en fait, ce passage-là, c'était avant. C'était avant que j'arrête tout.
parce qu'elle me donnait des conseils du genre fais un régime, montre-leur les résultats et puis esquive-toi de là quoi. Et puis essaie de trouver une sage-femme à domicile sur le site l'APAD, c'est ça? Ouais, voilà. Donc là j'ai regardé et j'ai pris connaissance de ça à 7 mois de grossesse en fait. Alors que j'entendais un peu parler tout ça de ça, mais bon, je me suis de toute façon elle m'a dit qu'il n'y en avait pas dans le coin, il n'y en a pas dans le coin. Et j'ai regardé, et puis il y en avait deux qui étaient pas si loin que ça. Et il y en avait, je sais pas, je crois que c'était 6 ou 7 numéros que j'ai notés qui étaient à 1 heure de chez moi. Je me suis dit, au pire des cas, ça se tente. Donc j'ai appelé tous les numéros, tout ça. Bon, ben vous êtes trop loin, vous êtes trop loin. Et j'ai même appelé Isabelle Duputier, Dupetché, je sais plus comment elle se nomme, mais elle est connue. Et elle me disait, bon, t'es trop loin, mais il y a une bonne maternité à côté de chez toi. Si t'arrives et que t'es en fin de travail, ils vont pas te faire chier normalement. Va là-bas. Je me suis dit, bon, ok, ça, ça peut se faire, mais ça va pas non plus. Et il y a un numéro qui m'a pas répondu. C'est le seul numéro qui m'a pas répondu, mais en fait, elle m'a rappelé le lendemain. Et elle m'a dit, voilà, je veux bien qu'on se rencontre. Il y a de l'espoir. Par contre, le jour de ton terme, normalement, je suis pas dispo, donc à voir. Faut qu'on en discute. Donc j'ai trouvé cette sage-femme. Euh, j'ai annulé du coup tous mes rendez-vous sans savoir rien du tout. J'ai annulé tous les rendez-vous à la maternité. Au début, j'appelle moi. Je leur ai dit voilà, je voudrais annuler les rendez-vous. Ah mais vous êtes sûr? Mais vous êtes quand même obligé de voir l'anesthésiste et machin. Elle comprenait pas ce que je demandais. J'en avais marre de batailler, donc j'ai pas annulé toute seule en fait. J'ai dit bon ok au revoir. Et j'ai fait appeler une copine. J'ai fait appeler une copine. J'ai dit tu peux appeler pour moi. Tu dis que c'est moi si tu veux, mais t'annules tout. Donc elle a tout annulé. J'étais plus inscrite à aucune matière. Euh, le temps passé, on commençait à se rapprocher du 8e mois et tout quoi. Enfin, j'avais plus beaucoup de temps pour trouver une sage-femme. Puis finalement, avec cette nouvelle sage-femme qui s'est direct passée, j'ai regardé ses yeux, il s'est passé un truc, il y a eu un feeling, il y a eu quelque chose quoi. Je lui ai raconté tout, elle m'a compris, elle m'a pas jugé, elle a voulu voir si elle pouvait m'aider, mais elle m'a dit voilà avec cette histoire de pathologie, c'est chaud pour moi. Nous en tant que sage-femme AD, ben on se doit de vraiment être carré et les pathologies on peut pas quoi. Donc je veux bien te suivre avant, je veux bien te suivre après, mais le jour J, ça risque d'être tendu. Et, et, euh, et donc, elle me dit si à la limite tu veux bien continuer de faire attention et tout pour le diabète et tout, on peut voir si on peut. Là, je lui dis non, c'est trop, c'est trop, c'est fini le diabète, j'en ai pas. Voilà. Je m'en fous qu'il y ait écrit qu'il y ait un tout petit, que le taux soit un tout petit peu au-dessus au bout de 2 heures après avoir avalé cette merde, parce que de toute façon, c'est normal que le taux soit un peu au-dessus, quoi, tout ce sucre. Faut être logique. Si les taux avant et bien après sont bons, je vois pas pourquoi on me ferait chier. Donc elle me dit, écoute, c'est ton choix, mais moi du coup, je vais pas pouvoir t'accompagner. Et donc je me retrouve sans sage-femme pour accoucher à la maison. On arrive au 8e mois. Il y a plus personne qui me suit. Je suis inscrite à aucune maternité. Et de là, j'ai rencontré aussi Perrine, une doula que tu connais. J'ai euh, j'ai discuté un peu avec elle et puis j'ai pris une séance avec elle. Elle m'a trop boostée. Elle m'a boostée parce que elle, pareil, elle n'est pas dans le jugement, tout ça, et je lui ai expliqué la situation, tout ça, elle a tout à fait compris. Donc tout ce qu'elle pouvait faire pour moi et ce que j'avais besoin, c'était de me booster à aller jusqu'au bout de mon truc, quoi. Et de me dire au pire, ben, si tu as besoin, t'appelles les pompiers, et puis voilà. On arrête le délire, mais ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Et j'ai regardé aussi le film Faut pas pousser de Ninana. Mais avant de regarder ce film aussi, j'ai lu 10 livres. 10 livres sur les enfantements libres, naturels, tout ça quoi. Tous ceux qui sont connus, accoucher par soi-même, Michel Audin, le bébé est un mammifère.
J'accouche bientôt, que faire de la douleur, enfanter en conscience, materner, allaiter de Julie Toutain avec Naître ici, le secret du postpartum, le cododo, et j'en passe. J'ai tout lu, tout dévoré. En fait, là, limite, ce que je dis aux gens, c'est, là, je peux être sage-femme si je veux, c'est bon, c'est ok, tu vois. Je sais ce que je fais, je suis pas folle, je suis pas cinglée, parce qu'il y a les proches aussi qui te disent, mais t'es malade, t'as pas de sage-femme, mais tu vas bientôt accoucher, mais t'es complètement folle. Donc il y en a à qui je disais oui, oui, mais en fait j'accouche à Bordeaux, c'est bon, j'ai juste changé, j'ai rien changé du tout, j'ai pas de sage-femme. Mon chéri, du coup, il était là, bon, comment on fait? Puis j'ai ma meilleure amie qui m'a dit, écoute, personne veut venir t'enfanter, moi je viens. Enfin, en plus, venir t'enfanter, ça se dit pas parce que c'est moi qui enfante. Personne va enfanter à ma place. Ils vont juste être là, me soutenir et c'est tout. Les mots sont pas bons, quoi, dans tout ça, mais bon. Pour l'habitude d'entendre, je répète, quoi. Et, euh, et du coup, je regarde le film Faut pas pousser. Ça m'a donné trop envie de discuter avec Nina Nanar. Je me suis dit, faut que je parle avec elle. Elle a un peu de caractère et tout. Elle est un peu folle comme moi. J'adore. Je parle avec elle. Parce que, euh, j'adore les femmes qui sont douces, qui sont calmes, qui vraiment qui ont cette sérénité de femme qui sort d'elle, ce côté féminin sacré qui est bien ancré. Et toi, tu me fais penser à ça. Euh, et, et ma sage-femme, du coup, elle me fait penser à ça. Il y a plein de femmes comme ça douces que je respecte, j'adore. Mais j'aime aussi le côté des femmes qui ont un peu de masculin en trop, quoi. Et du coup, et je prends rendez-vous avec elle, on discute, et elle était vraiment dans le coaching. C'est pas ça que je recherchais, mais bon, moi j'ai fait mon expérience. Elle était dans le coaching et puis elle me disait, bon là quand même, si tu veux pas avoir d'emmerde avec tout ce qui s'est passé, je te conseille de prendre rendez-vous à l'hôpital. Au moins pour voir un anesthésiste, et même si tu y vas pas, au pire des cas tu y vas pas, et si tu en as besoin, au moins ils vont pas te faire chier, et, euh, et au moment où tu n'auras pas envie qu'on t'emmerde, et ben tu seras pas emmerdé. Je suis toujours pas d'accord avec ça parce qu'elle m'a sorti une petite phrase qui m'a un peu secouée, du genre j'en ai vu plein déprimés par dire qu'elle voulait pas de péridurale et puis au final chialer et puis partir en courant à l'hôpital. Enfin, en courant, façon de dire. Du coup, elle m'a dit ça, j'étais un peu déçue, je me suis dit bon, mais elle me connaît pas, elle sait pas à quel point je suis timbrée et que je m'en fous. Quand j'ai décidé un truc, j'ai décidé. Bref, du coup voilà, quand même, c'était quand même pas mal parce que euh, elle a fait un film extraordinaire que je recommande à tout le monde. Et puis voilà, j'étais boostée à bloc, sauf qu'elle m'avait remis un peu de peur parce que la peur, en fait, euh, c'est ce qui m'a suivi depuis le début de la grossesse, la peur, quoi, la peur, la peur, la peur, la peur, pour pas que j'aille au bout de ça. Là, ça me remet un coup de peur. Et là, c'est de la peur extérieure en plus. En plus, Intrinsèque, c'est de la peur qui est amenée par l'extérieur. mais du coup, qui réveille celle qui est en moi, donc moi, j'ai envie de faire bien. Donc j'appelle le CHU de Bordeaux, je leur dis, est-ce que vous avez une place, s'il vous plaît? Et ils me disent, mais là, vous accouchez dans 3 semaines, madame, il n'y a pas de place. Mais elle me dit, par contre, si vous avez besoin, ben, même si c'est pas confortable pour vous de pas avoir de rendez-vous, machin, c'est très confortable, vous inquiétez pas, mais je l'ai pas dit. On vous accueillera, on s'occupera bien de vous, il n'y a pas de problème. Machin. Une femme très douce, j'étais contente. Je me suis dit, au moins, s'il y a quoi que ce soit, je vais là-bas, terminé. Mais je savais qu'il y aurait rien, de toute façon, j'ai confiance. Je sais, la vie, elle est, pour moi, là, vraiment, j'en étais sûre. Il n'y a pas moyen de faire autrement, j'avais aucun doute. Et je me connais, je sais très bien quand il y a quelque chose qui va pas chez moi ou quand il y a quelque chose qui va. Et là, ça va. Et donc là, il y a beaucoup les proches, ils sont tellement inquiétés, c'était horrible. Je l'ai mal vécu, j'ai bloqué tout le monde à la fin. À la fin, j'ai bloqué le numéro de toute la famille de mon chéri, ma famille, tout le monde. Vous savez quoi? Vous avez peur, c'est bien. Moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de créer de l'ocytocine. Là, l'ocytocine, à chaque fois que j'en ai un petit peu, bon, on me l'enlève. Donc j'arrive le jour J, j'en ai pas quoi. Donc en gros, voilà la grossesse. Donc le diabète gestationnel, s'il n'y a pas un taux trop élevé et
il faut pas manger n'importe quoi déjà en règle générale dans la vie. Il faut pas manger trop de sucre dans la vie. C'est des produits transformés, les gâteaux et tout ça. Tout le monde le sait en fait. Donc c'est pas la peine de se dire j'ai du diabète, oh là là machin. Non, mange pas de gâteau, mange une vraie nourriture, mange des fruits, des légumes, des protéines, mange des céréales, mange ce que tu veux, même des produits laitiers s'ils sont pas, si c'est la fermière du coin, c'est cool quoi. C'est bon pour toi. Donc si tu veux te faire un gâteau, mais fais-toi un gâteau, mais moins de sucre, je sais pas. Mais commence pas à te dire j'ai du diabète, machin, si le taux il est pas vraiment catastrophique. Pour moi, il n'y a pas de danger de rien. Et, et je me faisais encore suivre du coup par mon médecin. Et elle me dit bon écoute, s'il y a personne qui veut te suivre, et je comprends pas pourquoi la sage-femme voudrait pas venir, étant donné que la seule personne qui peut porter plainte au final, c'est un truc, c'est toi et ton mari, euh, vous allez pas le faire, donc il y a pas de danger quoi pour elle. Mais bon, elle veut pas venir, même si c'est ok quoi. Vas-y, je te propose une dernière échographie si tu veux pour être rassurée, savoir que ton bébé est bien placé. J'avais envie de le faire, je l'ai fait comme ça, je rassurais tout le monde. Je rassurais surtout mon chéri parce que lui, au final, à la base, il voulait aller à la maternité. Il s'est retrouvé à accepter l'accouchement à domicile avec sage-femme. Il n'y en a pas eu. Donc là, il s'est retrouvé, lui, ma meilleure amie et moi. Voilà, c'était ça le jour de l'enfantement. Et une autre amie qui devait être là aussi, qui est pompier. Et à la limite, ça aurait été sympa. Donc on devait être 4. Et le bébé qui arrive. Et mon chien. C'est tout. Donc je fais cet écho pour assurer. Tout allait super bien. Estimation du poids 3,9 kg. Ça aussi c'est bien de la merde. parce que parce qu'elle en faisait 3,3 kg quand elle est sortie. Donc en gros voilà, tout ça. Et et à 7 mois du coup j'ai tout lâché et j'ai commencé à profiter vraiment de ma grossesse les derniers instants quoi. Donc bon, la piscine, les copains, la famille, ceux qui me faisaient pas chier. Enfin voilà. Où est-ce que tu veux commencer ce récit d'enfantement, de naissance? Euh, je vais commencer à la perte du bouchon muqueux. Alors du coup, euh, je perds ce bouchon muqueux un jour. Euh, C'était le 9 août. Donc on n'y est pas encore. Je perds, je me dis ça y est, je vais enfanter, c'est génial, ça commence, c'est super, c'est le grand jour. Je m'emballe parce qu'en fait j'en sais rien, mais je sais juste que une fois qu'on le perd, ça peut aller très vite. C'est possible. Donc je t'en parle, je t'envoie même une photo très sympa, très glamour. J'envoie la même à ma meilleure amie, tout ça, je dis voilà, ça y est. Donc tout le monde est en mode bon bah ça va peut-être arriver. Mon chéri commence à stresser et tout pour rien. Pour rien du tout, parce que fausse alerte. Hein. Il se passe rien. Le jour d'après, il se passe rien. Il se passe rien pendant une semaine. Donc, je continue à profiter de la piscine, tout ça. Et je me dis, bon, ça arrive pas. Il y a la lune qui va arriver. La pleine lune, c'est le 30 ou le 31, je ne sais plus. Mais mon terme, c'était le 30 août, soi-disant. Elle va naître pour la lune, c'est sûr. C'est comme ça. Je suis alignée avec les planètes. Et sauf que la lune était quand même super costaud et elle me chamboulait de fou. Donc j'imagine que ma fille, avec le liquide amniotique, ça devait faire son petit effet. Et puis le 24 août, à 4h30 du matin, je me lève à 4h20 parce que ça faisait 2 jours que mon chéri l'a embauché à 6h. Et pour prendre des forces sur la dernière ligne droite, je me levais pour préparer des œufs, petit déjeuner et tout, des petits jus pressés, tout ça. Je me levais à 4h20. Je me lève, je vais aux toilettes comme d'habitude parce que j'allais aux toilettes 50 fois par jour, forcément fin de grossesse. Hein. Et là, il y a de l'eau qui tombe du plafond. J'avais la tête dans le cul, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai perdu les os, mais ça me coule du plafond, c'est bizarre. En fait, j'avais un truc de la clim un tuyau de la clim qui avait pété dans le plafond en même temps que
que moi j'étais en train de. Et puis à ce moment-là, je perce un truc aussi en fait. Il se passe quelque chose. Déjà juste avant, je venais de rêver que je perdais la poche des os et que mon bébé arrivait. Donc je me lève, il se passe ça, j'étais complètement perdue. Je vais aux toilettes et puis quand euh, quand je regarde dans ma serviette, je vois qu'il y a beaucoup de liquide quand même comparé à d'habitude. Là, c'est pas des petites fuites urinaires quoi. Et il y a un peu de sang, un peu de rosée. Je commence à me mettre l'excitation de fou. J'appelle ma meilleure amie à 4 heures du matin. Elle dormait pas parce qu'elle venait de rêver aussi que j'allais enfanter là, donc elle dormait pas. Et sachant qu'on se connaît depuis qu'on a 4 ans, on en a 29 et on a toujours été soudés. Donc, quand il y en a une qui sent l'autre, enfin voilà, on rêve des mêmes choses, c'est complètement fou. Et donc, on s'envoie des petits textos, parce que j'allais pas l'appeler, mon chéri était encore au lit, et elle me dit, bon, là, ça sent quand même l'accouchement proche. Elle me dit, écoute, de toute façon, elle était en vacances, c'était la période où elle était en vacances, donc trop de chance. Elle me dit, à tout moment, j'arriverai quand ça commencera, si t'as des contractions, si t'as besoin de moi, j'arrive. Je me dis, ok, bon. Mon chéri se réveille, il va donc dans la salle de bain en premier, donc il voit l'eau de la clim et tout, machin. J'avais préparé le petit déjeuner, tout mignon, machin. J'avais la grande nouvelle je crois que j'ai fissuré la poche des os. Et lui, il était préoccupé par sa putain de clim, préoccupé de fou. Il me dit, putain, comment on va faire? On n'a pas besoin de ça et tout. Et entre-temps, je lui glisse, j'ai fissuré la poche des os, hein, si jamais. Il me dit, comment ça? T'es sûr? Et tout, parce qu'avec l'histoire du bouchon muqueux, du coup, il savait plus si j'étais sûre de ce que je disais ou pas. Ah, mais je lui dis, mais là, j'en suis sûre. En plus, j'ai des contractions. Certes, ça fait pas mal du tout, mais je sens que ça tire. Ça commence. Donc, j'étais excitée comme jamais. Il part au travail. Il me dit, si jamais t'as besoin de moi, tu m'appelles, j'arrive. Il était dans les champs pas très loin, donc voilà. Je contacte aussi mon autre copine qui est pompier pour lui dire, je crois que là, j'ai fissuré. Elle répond pas, elle devait dormir ou j'en sais rien. Je commençais à avoir des contractions quand même. En fait, ça faisait des douleurs de règles, quoi. J'avais pas ressenti ça depuis 9 mois, donc ça me faisait chelou. Et ma meilleure amie elle me dit là, il faudrait qu'on aille se reposer parce que tu vas avoir besoin de repos, quoi. Parce que ce qui t'attend, ma vieille, on va aller se recoucher et on se rappelle vers 10 heures pour voir où ça en est. On va au lit, on se recouche. Je préviens tout le monde tout le monde. Là, cette fois-ci, je suis pas allée trop loin. Je te préviens toi. Tu as allumé la petite bougie. Et, euh, et je crois que j'ai prévenu ma mère. Donc, c'est pas beaucoup de personnes, finalement. Et je retourne au lit, sauf que j'arrive pas à me rendormir. Impossible de me rendormir, je suis trop excitée. Je sais qu'il faut que je me rendorme, mais je ne peux pas. Donc, je commence à avoir un peu plus mal vers 10 heures, un truc comme ça commence à me faire mal. Si c'est pas avant, parce que là, ce qui se passe, c'est que du coup, la notion du temps, ça commence déjà à être n'importe quoi. Je suis un peu perdue dans toutes les heures. Mais du coup, ma meilleure amie me dit, OK, mais j'arrive. Donc, elle était là vers 10 heures, un truc comme ça. Elle arrive. Donc, trop excitée. On parle de tout. Ça y est, on est excité, quoi. On le sait, ça va arriver. Quand, on sait pas. Mais elle, ça avait pas duré longtemps, ces enfantements. Bah, à l'hôpital, avec Péri, tout ça, bon, elle en a eu 3. Ça allait plutôt vite, en fait. Ça a duré 8 heures, quelque chose comme ça, 8-9 heures. Je me suis dit, bon, ben moi, ça va être pareil. Ok, c'est cool. 8 heures, ce soir, elle est là. Ce soir, je dors avec mon bébé. Un mantra, ce soir, je dors avec mon bébé. Rien du tout. Mais bon. Donc, euh, on prend les contractions toutes les deux, tout ça. Au début, ça va super bien, c'est tranquille et tout. Ça fait des petites vagues sympas. On a le temps d'aller dans ma piscine parce que je me dis, de toute façon, j'ai juste fissuré la poche. Au pire, même si la poche elle perce complètement, tant pis, ça sera dans la piscine. Le robot il nettoiera quoi. C'est pas grave. Du coup, on va dans la piscine, on sort, on rentre. J'essaye de me mettre dans des positions pour les prendre. Je trouvais que ça faisait un peu mal, quand même. Je me suis dit si c'est ça tout le long, c'est cool.
Et elle disait rien parce qu'elle savait plus ou moins quand même. Même si elle a eu une péri, la péri avant de l'avoir, je crois qu'il faut un certain temps. Donc elle savait que j'étais pas au bout de mes surprises. Bon, c'est un rêve aussi toxique, mais c'est quand même du bonheur les contractions parce qu'on sait que ça y est. Donc c'est bon. Et on mange, on se fait une bonne plâtrée de nouilles avec du poulet. Je me dis, il faut que je mange de la viande, il faut que je mange tout ce qui me fait plaisir, rien à faire. Je mange tout ça. Elle est partie même à la boulangerie chercher des petits gâteaux. Donc c'est parti, on se fait plaisir les gâteaux. On mange super bien et en mangeant déjà, j'étais obligée de m'arrêter de manger pour prendre des contractions. Donc ça a avancé très très bien. On va dire qu'après manger, un truc comme ça, j'avais des contractions toutes les 5 minutes qui s'intensifiaient petit à petit toutes les 5 minutes. Il était midi, 13h, je sais pas. Et puis vraiment, ça a commencé à 15h, je pense. Toutes les 3 minutes, j'avais des contractions de fou. Donc là, j'ai appelé mon chéri, je lui ai dit, écoute, faut que tu rentres. À tout moment, elle arrive. Je pense que vers 17h, elle est là. Et en fait, le problème qu'il y a eu, c'est cette histoire d'heure, de vouloir savoir à quelle heure et de pas débrancher mon néocortex, de pas te débrancher. À la base, je voulais un enfantement, euh, voilà, dans l'extase, dans toute ma puissance, dans le calme, en méditation. J'étais incapable de faire ça. J'étais incapable de me mettre dans ma bulle. J'étais trop à vouloir parler avec ma meilleure amie, parler à mon mec. J'ai pas réussi à me mettre dans ma bulle. Donc, je pense que je ralentissais mon travail en faisant ça. J'imagine. Et j'avais du mal à prendre les contractions. Ça me faisait de plus en plus mal et j'arrivais pas à les prendre, à aller dedans comme tout ce que j'avais lu avec Quantique Mama et tout. J'ai lu mais énormément de choses. J'ai vu beaucoup de choses. J'arrivais pas à faire ça. Je me suis dit, c'est pas grave, je me laisse du temps. De toute façon, ça fait mal, mais c'est cool, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Donc, mon chéri est rentré et il y a un récit où j'avais entendu que le chéri avait fait un gâteau au chocolat. Et comme ça sentait bon le chocolat dans la maison et tout. Je me suis dit, on fera pareil. Bonne idée, on fait pareil. Donc, mon chéri est arrivé, il est parti faire un gâteau. Il fait pas de gâteau. Il est parti faire un gâteau. Et il y a même ma meilleure amie m'a fait des petites vidéos et on l'entend même sur une vidéo, on entend le fouet. Il monte les blancs en neige au fouet. J'ai jamais réussi à faire ça, mais lui, il y arrive. Il était au taquet. Il était dans un stress. Je lui dis, tu te sens comment? Il me dit, je suis heureux, mais je suis stressée. J'ai peur. Première fois qu'il parle de ses émotions. Je lui dis, ok, tout va bien, donc il est stressé. Et on était trop, on savait que ça arrivait. Et puis donc ça continue comme ça. J'essaie de me mettre dans des positions avec le ballon. Et j'avais préparé un matelas où j'avais mis plein d'alaises dessus pour enfanter dessus, sauf qu'il était hyper pas confortable du tout. Donc finalement, je voulais pas aller sur le lit parce que c'est un lit tout neuf, tout ça. Je voulais pas le salir. J'ai mis quand même quelques alaises, mais sans plus. Puis finalement, au bout d'un moment, j'ai dit bon là, faut que je m'isole, il faut que j'aille dans la chambre, il faut que j'aille dans le noir, il faut que. En plus, il faisait super chaud. J'avais chaud et la clim m'avait pété du coup le matin. Donc, il trouvait des systèmes avec les ventilos pour y mettre de la glace devant pour que j'ai moins chaud. On m'apportait des bouillottes, on faisait des massages, des câlins. Ils étaient aux petits soins, mais trop d'amour, quoi. C'était génial. Ça me boostait. Puis tout le temps, ma meilleure amie, elle me répétait que j'étais capable et que je faisais tout bien. Et ça m'a vraiment fait du bien, quoi. Et donc, à ce moment-là, déjà, je pouvais plus trop parler, quoi. Mais il faisait encore jour. Je pouvais déjà plus trop parler. Je vais dans la chambre, je prends mes contractions, machin. Et ça me fait penser à un truc. En fait, j'ai rappelé Xavier le matin quand j'ai commencé à avoir des contractions, je l'ai rappelé. Je dis, est-ce qu'on peut méditer ensemble pour m'aider à me préparer en fait, parce que ça arrive. J'étais pas capable de méditer, mais il m'a apaisé quand même avec sa voix, parce que rien que l'entendre parler, ça me faisait du bien. Ça me préparait quand même, vu que mon être profond connaît sa voix par cœur, et ben ça m'a permis de me manquer quand même. Il y a eu ça, cette étape était importante.
Et du coup, dans la chambre, je prends mes contractions, tout ça, et eux, au bout d'un moment, ils décident d'aller manger, donc ils vont manger. Ils se dirigent dans la cuisine et commencent à préparer leur petit couvert. Et moi, du coup, je me suis retrouvée toute seule et c'était le moment pour moi de me mettre dans ma bulle. Donc, je commence à me mettre dans ma bulle. Et là, la poche des os qui perce. Mais ça m'a fait une sensation, j'ai eu l'impression qu'il y a une vague qui était venue sous moi, quoi. Enfin, j'avais l'impression d'avoir trempé le plumard comme jamais. Et ça commençait à me faire super mal, les contractions, mais ça faisait déjà mal, hein, faut dire. Mais là, c'était intense de fou. Donc je les appelle, j'ai percé la poche, ça y est, le bébé arrive et tout, je m'emballe. Donc ils arrêtent de manger, ils viennent, alors qu'en fait ils auraient pu largement manger tranquille. Et puis là ça s'intensifie, je me mets vraiment dans ma bulle, je commence à pousser des cris animaux, je commence vraiment à être mammifère. Je commence à pousser des cris, ils ont beau venir m'apporter à boire, ce qui me faisait du bien au début, comme la bouillotte ou du froid, bah, ça me faisait plus du bien, j'en voulais toucher. Je voulais plus qu'on me touche. Je voulais plus qu'on me touche, je voulais plus rien. J'avais envie de trouver cette force, en fait, pour continuer, parce que ça faisait déjà pas mal d'heures qu'on y était, je commençais à être fatiguée. Et de là, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit là, j'appelle Xavier. Je rappelle. Il est très important dans cet affrontement. J'ai demandé à ce qu'on appelle aussi une autre amie, mais finalement j'ai appelé Xavier et il est resté au téléphone avec moi pendant je sais pas des heures et des heures, je sais pas combien de temps. Et il m'aidait, il me disait en fait voilà, il me calmait, il m'apaisait et entre-temps je hurlais à la mort. Sauf que lui il était chez lui tranquille avec sa petite famille, sa femme, ses enfants et moi dans le téléphone je hurlais comme une dingue. Il était minuit passé c'est sûr et entre chaque contraction il m'expliquait voilà. Calme-toi, tu sais faire. Et puis, ce qui m'a vraiment aidé du coup à faire progresser le travail correctement, c'était qu'il me disait, mets-toi dans ton cœur, mets-toi dans ton cœur, c'est l'expansion du cœur là. Et cette phrase-là, mais je la retiendrai toute ma vie en fait, parce que c'est ce que j'ai fait, j'y suis allée à fond dans le cœur, à fond, à fond, à fond. Méditation, finalement, là j'étais en méditation d'une certaine manière, même s'il y avait le côté très, on est là quoi, enfin très animal, et je rugissais comme une chèvre. Je sais pas qu'est-ce que c'était comme animal, mais c'était bizarre. Mon chéri, il était super impressionné. Ma meilleure amie, elle était assez impressionnée aussi, je pense. Et elle savait pas quoi faire pour moi. Elle voyait que j'avais mal et elle savait pas. Et j'avais du coup la compagne de Xavier qui me disait je, je reconnais ces cris, c'est ça, tu y es presque, c'est ça, je reconnais. C'est bien et tout, avec une voix très douce. C'est aussi le genre de femme que j'admire avec ce calme là, cette sérénité féminine. Du coup, ça m'apaisait de fou. Et puis elle aussi, elle m'a donné une phrase qui a tout changé. Elle me disait, il faut que tu la diriges, montre-lui le chemin. C'est vers l'arrière, c'est vers l'anus, c'est plus vers là, c'est pas devant. Comme si elle me ressentait, qu'elle savait qu'en fait j'étais pas au bon endroit parce que je parlais pas. Et du coup, c'est ce que je fais. Je me mets à orienter bébé vers l'arrière. Donc et puis elle me disait aussi, prends les contractions, vas-y, accompagne-les, va dedans, va dans la douleur, vas-y. Et elle m'expliquait un tas de trucs qui me faisaient du bien, du genre, plus tu vas aller dans la contraction, plus tu vas aller avec elle dans cette vague et tout, ça va passer mieux en fait, clairement, que si tu la rejettes, ça va être la merde. Si tu vas, et en plus, le temps de pause, ça sera un vrai temps de pause. Et c'était vrai. Tout ce qu'elle me disait, c'était vrai. Je faisais, c'était vrai. Donc, j'ai tout fait comme il faut. Sauf que ça a duré hyper longtemps. Ça a duré, pour moi, hyper longtemps. Je sais pas combien de temps ça a duré en vérité, ce temps-là. Mais au bout d'un moment, au téléphone, après de nombreuses heures, à mon avis, à me dire, allez, c'est bien et tout. Je dis, mais là, en fait, là, j'appelle les pompiers, là, j'en peux plus, là, j'en ai marre, j'arrête tout. J'arrête, on arrête. Je croyais que j'arrêtais. J'arrête rien du tout, ma vieille. Tu vas arrêter quoi? En fait, tu y es, là, tu vas nulle part et t'arrêtes rien. Je dis, je vais appeler les pompiers, je vais mourir, c'est sûr, je vais clapser. J'arrêtais pas de dire putain, putain, putain. J'en pouvais plus. Mon chéri, il était tout blanc. En plus, à la base, il voulait pas voir.
Il voulait pas avoir le sang, il voulait rien avoir du tout pour voilà se préserver. Parce que lui, c'est pas du tout son délire. Le sang, l'odeur de fer et tout, là, c'est pas. Il aime pas ça. Et il voyait que je saignais un petit peu, ben forcément, plus ça avançait, plus elle se rapprochait, plus ça poussait et je saignais un peu. Il s'est inquiété, il était tout blanc. Et ma meilleure amie a décidé à ce moment-là, il était 3h30, il m'a dit, d'aller se coucher. Quand je disais que je voulais appeler les pompiers, tout ça, j'avais mes amis au téléphone qui me disaient, écoute, on t'a accompagné, après c'est ton choix. Ça juste un truc, c'est qu'à partir du moment où tu vas les appeler, ton enfantement il sera médicalisé. Voilà. Et je me suis dit non, non. Et là, je sais pas pourquoi mon téléphone il a raccroché à un moment donné. Il a raccroché. Je sais pas si c'est eux ou moi, ça a raccroché. Ma mère a décidé d'aller se coucher parce qu'elle n'en pouvait plus. Et il restait plus que mon chéri et moi du coup. Et là, ça a commencé à le faire paniquer de fou. Moi, j'avais décidé d'arrêter. J'abandonnais. J'étais dans la phase de désespérance, je pense. J'avais lâché l'affaire. De toute façon, vas-y, je m'en fous. C'est pas grave. Je poussais même pas, mais en fait, ça poussait en même temps quand même. Je sentais que les contractions étaient devenues, c'était autrement. Ça poussait en même temps que ça me faisait, que ça que c'était intense. On va dire. Et Mais mon c'est chéri vrai me que dit, c'est non, pas mais là, moi non plus. Hein. Si ça te faisait comment? mal, dis-le que ça te faisait mal. Si c'est c'est le mot qui t'est juste. Tu peux le dire. Enfin, c'est pas un gros mot. J'ai C'est pas envie de faire flipper les femmes qui regarderaient le récit et qui seraient prémis par et tu vois. et en J'ai pas même temps, envie. c'est ta réalité. C'est ça qui est magnifique. C'est que ta réalité est juste. Tu es légitime, peu importe les termes que tu vas employer. C'est pas en changeant ta réalité que qu'elle sera plus accueillable. Non, c'est ça qui est magnifique. C'est toi, c'est tes mots. C'est donc dis vraiment, enfin vraiment, si tu te sens confiante à d'aller employer les termes qui te sont justes, vas-y, ça a toute sa place. Ça marche. Bon. C'est juste que il y a un récit qui m'a beaucoup aidé que j'ai regardé 3 fois, c'est celui de Victoire, qui euh, qui est quand même 24 ans. Elle a fait ça dans sa yourte avec son chéri. Truc de fou cette femme-là aussi. Donc et puis elle la raconte avec beaucoup de douceur et je me suis dit il faut quand même que je sois douce pour pas faire flipper les gens. Mais en fait je suis douce mais ça m'a fait mal. Donc voilà. Et donc ça me faisait mal, voilà, clairement. Et ça poussait. Et j'étais allongée sur le lit parce que j'arrivais pas à me mettre dans une position. On me disait mais change de position, essaye de te mettre autrement et moi je voulais être allongée. Je n'osais pas me confronter à l'enfantement en fait, à accueillir mon bébé. Mais j'ai peur en fait d'avoir mal encore plus et que ça n'arrête plus. Et donc on se retrouve seul avec mon chéri. Je mettais les pieds sur le lit et je poussais avec les pieds comme ça, je me projetais sur le lit à chaque fois qu'il y avait un truc, mais c'est tout ce que je faisais. J'étais là, mais vas-y, c'est bon quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je meurs là et puis voilà. Mais je disais que je mourais, mais je me sentais bien. J'avais toute ma tête. Euh, pour moi, c'est pas ça la mort. Hein. Ça allait très bien justement. Là, j'étais pleine de vie quoi. C'était la vie clairement. Et mon chéri, il me dit bon, maintenant ça suffit les conneries. Écoute, t'es sûr que tu veux pas qu'on fasse autrement? Je t'emmène à la maternité, on appelle les pompiers. Ça fait 24 heures que tu y es. Ça commence à me faire flipper. Et lui, en fait, dans sa tête, il se disait, mais ça se trouve, le bébé, il a changé de position, il est mal. Enfin, il s'est fait tout un tas de films, en fait, qui avaient pas lieu d'être, en fait, parce que le bébé, justement, était en train de pousser pour sortir et m'aider. Elle tournait, je la sentais. À chaque contraction, je la sentais qu'il faisait un pas de plus vers moi, clairement. Mais, euh, mais la phase de désespérance, c'est quand même particulier ce truc. Parce que j'ai abandonné, je voulais plus. Et je dis, vas-y, t'as qu'à faire un sac, parce que forcément, j'avais pas préparé de sac pour la maternité, je voulais pas y aller. Même le cas d'urgence, pourquoi penser à ça alors que t'as envie d'enfanter tranquille? Finalement, enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc, il y avait tout à faire. Il venait, il m'apportait des affaires de bébé, il me disait ça, je le prends. Je dis, ah, si tu veux, prends-le. Il était désespéré, il était fatigué.
Du coup, il s'est énervé parce que je savais pas lui dire. Il était en panique. Il m'a apporté des trucs, il me disait ça, je le prends, non, oui. Je répondais pas, j'étais dans mes contractions, je m'en foutais. Je lui dis mais va chercher Jessie. Je lui dis si là on part, va la chercher, va la réveiller. Donc il voulait pas la réveiller au début parce qu'elle dormait super bien et qu'elle était fatiguée, hein, comme lui. Et pendant qu'il essaye de faire un sac et tout, et il me demande si je veux appeler les pompiers. Quand même, il appelle pas les pompiers. Il me demande à plusieurs reprises si c'est un choix conscient et éclairé. Des mots qu'il n'emploie jamais dans sa vie. Là, pour le coup, il était comme le fait il me balance mes mantras. Il me les disait pendant l'accouchement. Il me disait, tu sais enfanter, ton bébé sait naître, tu es puissante, tu es une magicienne. Il me disait plein de trucs de fou. Et là, il me pose la question 3 fois, est-ce que c'est un choix conscient et éclairé pour les pompiers? Je dis, bah oui, vas-y, c'est ton choix, on s'en fout, vas-y, appelle-les, je m'en fous. Je veux une césarienne, je m'en fous. Truc dingo, quoi, n'importe quoi. Et donc, il fait le sac, il finit par réveiller ma meilleure amie. Et je dis, mais là, si on appelle les pompiers, du coup, parce qu'elle dit, bon, bah du coup, si vous partez à la maternité, je vais rentrer chez moi parce qu'elle a une famille, et son mec, il avait attendu toute la nuit, on lui envoyait des textos aussi pour l'encourager elle. En fait, ça faisait une chaîne, tout le monde s'encourageait. Il attendait, donc elle voulait rentrer chez elle se reposer. Et de là, ben, on pouvait pas appeler les pompiers, du coup, il fallait qu'on prenne notre voiture. Donc il s'est dit, bon, ok, je suis KO, mais je prends la voiture. Et je me suis dit, bon, bah, sur la maternité, je vais me doucher. Je sais pas pourquoi, je vais me doucher. Et là, donc je me lève, je vois qu'en me levant, il y a une masse qui est au fond. Je me dis, mais comment je fais pour marcher déjà? Entre ça et les contractions, je fais quoi, moi? Donc je me lève, heureusement la salle de bain elle est collée à la chambre. Donc je vais à la salle de bain, je me fous sous la douche, je commence à me laver les cheveux et tout. Ma meilleure amie a fini de préparer le sac avec mon chéri parce que bah, il avait mis n'importe quoi dedans. Le sac quand je l'ai regardé après, il y avait vraiment n'importe quoi dedans. Et je dois oublier des choses, je suis désolée mais bon, ça sort comme ça. C'est dommage d'oublier des trucs mais bon, tant pis. Et donc je me lave les cheveux, machin. Mais je galère, mais un truc de fou. Donc j'appelle ma meilleure amie, finalement, elle vient, elle me lave les cheveux. Je crois que ça s'est passé comme ça, parce que j'étais ailleurs, quoi. J'étais ailleurs complet. Je sais pas où j'étais, mais j'étais ailleurs. Et je me douche, de rien du tout. Je me passais le jet sur moi, ça me faisait du bien. Et j'étais en grenouille, et je sentais cette masse qui poussait, quoi. À chaque fois que j'avais une contraction, ça poussait. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça pousse de fou quand même. Et je sens un truc, et je sentais que j'étais bien écartée. Donc au bout d'un moment, je me dis, vas-y, c'est peut-être le moment, touche. Donc je mets la main, et je sens la tête de ma fille. Je sens la tête de ma bébé, qui n'est pas encore sortie, mais qui est juste à la porte, quoi. Et je dis à ma meilleure amie, mais il y a la tête, là. Il y a la tête. Elle me dit, tu veux que je touche? Carrément, vas-y, touche. Elle me fait super mal, hein. Elle touche. Elle touche pas, peut-être pas au bon endroit, j'en sais rien. Et elle me dit, mais je sais pas si c'est la tête ou pas, j'en sais rien en fait. Ça m'a l'air bien mou. Je dis, bon, bah, si c'est pas la tête, bon, bah, vas-y, on va à l'hôpital. Et là, je pousse. D'un coup, je me mets à pousser de fou. J'avais envie de pousser, c'était plus fort que moi. Et elle me dit, mais attends, mais il y a la tête là. Mais la tête sort en fait, donc c'est la tête. Et je commence à crier, il y a la tête, il y a la tête. Donc mon chéri, il arrive comme un fou, donc il voit tout, hein, le sang, la tête qui arrive. J'étais dans un délire, et là je suis partie ailleurs. Je suis partie ailleurs. J'ai poussé de toutes mes forces. Je m'en foutais de déchirer, pas déchirer. Alors que ça, c'était une appréhension que j'avais de déchirer, machin. Je flippais de ça. Et rien à foutre. Je pousse une fois, donc j'avais poussé une première fois, on voyait son haut du crâne. Deuxième fois, je pousse, il y a la moitié qui sort. Et troisième fois, toute la tête. Et là, je sens que ça fait que elle glisse en fait. J'avais l'impression que ma meilleure amie, elle tirait sur le bébé. Je lui dis, mais arrête de tirer, t'es pas bien et tout. T'es malade. Elle me dit, mais je touche pas, mes mains sont là. Elle me montre ses mains, elles sont là. Je dis, mais non, tu tires et tout. Et là, prochaine contraction, je pousse.
et ma bébé, elle est sortie. Donc, j'ai dit, tu la retiens bien, tu l'attrapes. Parce que je me voyais pas l'attraper alors que j'étais comme ça en train de pousser à l'arrière. J'étais contre mon mur de douche. Je poussais toutes mes forces. Et là, elle a attrapé mon bébé. Tout de suite, elle m'a mis sur moi. Je vois mon bébé qui tousse et qui est trop belle, qui sent bon, qui tousse et qui s'agite, qui va bien, qui chouine en fait. Je me dis mais c'est trop bien, j'ai besoin de rien faire, tout se fait, c'est fou, c'est malade. Je lui fais des bisous partout sur la tête, je la sens, je me mets du sang partout, j'étais trop bien quoi, j'en revenais pas de ce qui était en train de se passer. Mais du coup, tout de suite, donc je profite de ça, mais pas longtemps. Je me dis le placenta parce que j'avais peur pour le placenta. C'était un truc qui me faisait flipper aussi. J'en avais beaucoup parlé avec la sage-femme, la dernière sage-femme, pas celle d'avant. Et et du coup, euh, j'ai j'ai voulu me lever pour aller sur les toilettes qui sont vraiment juste à côté de la douche pour délivrer le placenta le plus rapidement possible. Je veux me lever et là, les étoiles et tout, je me dis peut-être que là, après 24 heures de boulot, se lever, faut y aller tranquille. Donc je me rassois, je prends le temps, je respire, et mon chéri qui voit tout, qui est impressionné, qui essaye de nous emmener, il arrive avec des ciseaux stérilisés pour le cordon tout de suite. Je dis mais pas du tout, remballe ça, c'est pas le moment, dégage. Il arrive avec un plat où on met un plat, c'était pas celui-là que je voulais non plus, je dis non, non plus, non. Et du coup, il repart. Je rampe tout doucement avec bébé du coup dans les mains. Je vois qu'en fait j'y arrive pas. Donc je demande à ma meilleure amie de reprendre bébé, de me suivre. On se met sur les chiottes. Et à ce moment-là, je me souviens pas avoir eu de contraction. Et on se remet sur les toilettes. Et une contraction qui arrive, mais beaucoup plus douce. Là, c'était cool. Là, c'était sympa. Je pousse, placenta qui sort, terminé. Voilà. La naissance était ok. 14 minutes après, nickel. Donc, je reste avec ma meilleure amie en face de moi qui tient mon bébé, le placenta sous moi. Du coup, je me dis, ça y est, là, c'est bon, en fait, elle est née, c'est fini. Je réalise un peu, mais je réalise rien du tout. Mais j'étais dans un état de bonheur, de fierté, parce que quelle fierté j'ai ressentie, c'était quand même assez dingue. Je me suis dit, en fait, oui, je suis puissante, je peux le dire, maintenant je le dis à tout le monde et sans prétention. Je le pense et c'est vrai. Je sais qui je suis. Et donc, il se ramène encore et le cordon, il remet ça. Je dis, mais non, pourquoi j'ai coupé le cordon? Il faut attendre qu'il ait fini de battre. Quand il aura fini de battre et qu'il sera tout blanc, on le coupera. Je sais pas combien de temps ça a pris, je m'en souviens plus. Je crois que c'était une demi-heure, un truc comme ça. Par là. Puis au bout d'un moment, elle me dit là c'est bon, mais moi en fait j'étais du coup assise par terre avec une couche. Et elle était encore avec le placenta dans les toilettes, le bébé dans les mains, elle attendait, comme ça, accroupie, la pauvre, que le cordon arrête de battre. Du coup, c'était pas confortable de garder le placenta relié au cordon plus longtemps, donc dès qu'il a été tout blanc, qu'il bougeait plus, j'ai dit là, c'est bon, elle a récupéré tout ce qu'elle avait besoin pour tenir le coup. Elle a cette force, on peut couper. Donc à la base, je voulais le faire, tout ça, je voulais couper et tout. Elle me demande si je veux le faire et j'étais trop fatiguée. Je lui dis non, vas-y, c'est toi la marraine, fais. Donc elle a mis le petit lien de cordon, c'est une petite marguerite. Elle lui a accroché ça autour et tout. Nickel que j'ai acheté sur Mélunes, tu vois. C'est super ça aussi. Et elle lui met. Et puis du coup, elle est partie lui mettre des vêtements parce que je me sentais pas en fait de faire le pot à pot moi tout de suite. Donc elle est partie lui mettre des vêtements. Je dis mais non en fait pas de vêtements parce que j'étais tellement essoufflée, tellement étourdie et tout que j'avais du mal à dire ce que je voulais. C'était un peu compliqué. J'ai fait pot à pot avec papa. Voilà. Donc elle est partie juste lui mettre une couche et puis elle a mis en pot à pot avec son père le temps que moi je récupère un peu, tu vois. Moi je dis mais donnez-moi de la viande, donnez-moi du steak, donnez-moi du fer là parce que j'avais vraiment la tête qui tournait de fou. Je venais de perdre beaucoup de sang, je me suis dit bon, donnez-moi de la viande, donnez-moi tout. Donc ils m'ont amené de la viande, du coup le cake au chocolat qu'avait fait le papa, qui était très bon. Donc j'ai mangé, j'ai bu, je me suis rincée. Et pendant ce temps, le papa était en pot à pot et moi après je suis arrivée. J'avais qu'une hâte, c'était de faire ce pot à pot. C'est trop long.
C'est trop long, mais je me sentais pas de faire autrement, donc j'ai fait vraiment comme je le sentais. Et après, j'ai pris ma fille sur moi, et là, et voilà quoi. Ça y est, je suis maman. J'ai ma petite bébé Alma qui est sur moi, et c'est complètement dingue. Née à 4h30 du matin, du coup, ça a duré vraiment 24 heures, quoi. Et donc, on se regarde. Je sais pas si elle m'a vu, mais je pense que elle a fait comme elle a pu. On fait ce premier regard entre elle et moi, et de toute façon, même sans ce premier regard, moi, je l'aimais déjà depuis le début, en fait. Depuis que son âme est arrivée en moi, je l'aimais, en fait. Il n'y a pas eu besoin. J'ai tout de suite été attachée à mon petit, et elle dort sur moi. Elle est trop mignon. Parce que depuis tout le live, elle a fait cet été et elle dort, elle est là. Et, euh, et du coup, voilà, on était heureux, on était tous les trois dans le lit, et ma meilleure amie, qui est complètement cinglée, au lieu d'aller se reposer dans la chambre d'amis, est partie retrouver son chéri. À mon avis, elle avait besoin de décharger elle aussi, et voilà, et de dormir chez elle. Donc elle est partie, et, euh, et on s'est reposé comme on a pu. Mon chéri, il n'est pas resté longtemps dans le lit parce qu'il voulait pas nous déranger, il voulait que j'ai toute la place dans le lit. Donc il est parti au salon, il s'est endormi quelques heures. Le matin, il est arrivé affolé, il fallait absolument déclarer le bébé. Voilà, quoi. Enfin, donc j'ai essayé d'appeler ma sage-femme, elle répondait pas, elle a répondu longtemps après. Donc il était tellement stressé que j'ai appelé d'autres sages-femmes qui ne répondaient pas de toute façon. C'était un samedi du coup. J'ai trouvé un médecin, mon médecin de quand j'étais petite, qui habite pas du tout là, il est assez loin quand même. Il m'a dit ok, bon, rendez-vous ce soir à 18h, mais ça faisait long quand même pour mon chéri. Et finalement, ma sage-femme, elle m'a rappelé, elle m'a dit c'est ok, comme prévu, je viens dans 24 heures. T'inquiète, tu fais tout bien. De toute façon, depuis le début, tu fais tout bien. T'inquiète pas. Et, euh, et voilà. J'ai essayé de donner la tétée, je n'y arrivais pas. Je savais pas comment on faisait. J'avais beau lire, allaiter, tout ça. Arrivé sur le tas, j'ai rien compris. Donc les vidéos, tout ça, j'ai essayé de faire, je comprenais pas. Donc ma fille, en fait, elle a pas mangé pendant 24 heures. Donc comme quoi, cette histoire de diabète, si ma fille elle veut pas manger, avait vraiment un problème de glycémie, je pense pas que 24 heures sans bouffer, sans sucre, ça aurait été possible. Elle allait très bien. Elle était collée à moi, elle gigotait, elle faisait des petits bruits, petits miaulements, là, elle allait très bien. Elle avait peut-être un peu faim, parce qu'elle essayait de me téter quand même. Mais du coup, ma meilleure amie est revenue le soir avec son chéri, ils ont dormi à la maison, ils se sont occupés de nous, ils nous ont fait à manger. Et le lendemain, donc 24 heures après, elle est venue, ma sage-femme, elle nous a fait les papiers. Elle m'a montré comment elle était, ma petite. J'étais super rassurée, et puis c'était parti, hein. Vie de famille, je suis maman, et franchement, c'était une expérience de dingue, et je referai pareil. Je, je referai exactement la même chose. Mais pas la même chose. Toute la partie grossesse, médicalisée, tout, ça dégage. À la limite, peut-être une ou deux échographies, et puis voir ma médecin, parce que ma médecin m'a soutenue du début à la fin. Et c'est tout, ça s'arrête là. Moi, j'ai besoin de personne pour enfanter, en fait. Le corps, il s'est fait vraiment. Vraiment, il a pas eu besoin de moi, quoi. On était détachés. Ça s'est fait tout seul, quoi. Et tu es puissante. De grave. De fou. Et voilà. Waouh. Merci. Merci du fond du cœur. Comment tu te sens, toi, là, maintenant? Ben là, ça va, je suis en train de revivre la naissance de ma fille, donc ça va très bien. Ça va, c'est déposé. Je voulais vraiment, je voulais parler de tout ça, voilà, pour montrer aux femmes qui ont envie de le faire que faut pas hésiter. Puis pathologie, il faut voir la pathologie, faut avoir plusieurs avis, il faut se faire confiance en fait. Faut pas avoir peur, parce que la peur, c'est ça qui va foutre le bordel. Vraiment avoir confiance en soi et suivre son instinct, parce qu'on a un instinct, clairement. Il faut se faire confiance. Si tu sens que c'est pas bon, si tu sens que ça résonne pas avec toi, ce qu'ils te font, le personnel médical, ben, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'en fait, il y a ton moi profond qui est en train de te dire, alerte rouge, là, ça va pas. Mauvais chemin, pas bonne idée. Va fuir, va-t'en.
C'est ça, c'est ça. Voilà. Voilà, il y a 2 acteurs obligatoires dans une naissance, la mère et le bébé. Exactement. Michel Audin, Yeah. il dit ça. On connaît les classiques. C'est ça, c'est ça. Puis au final, elle est arrivée 3 kilos de moins. Elle est en parfaite santé, de fou. Elle va trop bien, le bébé. Elle est parfaite. Puis c'est un bébé super calme, super serein. Elle chouine pour avoir mangé. C'est tout. Ou parce qu'elle est inconfortable, ou des raisons complètement logiques de chouiner, puis c'est tout. Elle est trop sereine, ma fille. Elle a un mois passé, là. Elle a déjà fait ses premiers sourires et tout. Elle joue déjà avec ses petits trucs. Elle se regarde dans le miroir. Elle est trop éveillée. Enfin, et bien sûr que je suis sûre que ça a fait quelque chose. Elle n'est pas traumatisée de l'accouchement. Donc, elle a confiance en elle. Elle sait qu'elle sait naître et ça va lui apporter des clés de fou pour la vie. Donc, je pouvais que lui faire ce cadeau, me faire ce cadeau pour moi, en fait, renaître aussi, naître maman, quoi. Et comment on peut avoir peur de quelque chose après ça? À part avoir peur pour son bébé, du coup. Parce que j'ai plus peur de rien, sauf pour ma fille. C'est tout. Voilà. Merci. Merci du fond du cœur. Et merci de t'être écouté. Merci de t'être offert et de t'être révélé à ta puissance et pour ta confiance d'être venu là ce matin déposer tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Est-ce qu'il y a une phrase qui te vient? Est-ce que un dernier petit truc avant qu'on termine? Vraiment, la peur, c'est un leurre, c'est une belle connerie. Il faut pas écouter ça, il faut pas entrer là-dedans. Et faites-vous confiance, en fait. Faites-vous confiance. On a un instinct, on est puissant et c'est ça, quoi. Il faut écouter son âme. Il faut écouter son âme, c'est tout. Merci du fond du cœur. Avec grand plaisir. Je t'envoie plein d'amour, plein de chaud doudou. Également. Et je te souhaite de trouver un espace pour te reposer. Hein, je sais à quel point ça peut être intense. C'est promis. Je vais me reposer, t'inquiète pas pour moi. Merci à toi de m'avoir invité et j'ai pu me déposer entièrement et ça fait vraiment plaisir. T'es génial. Merci beaucoup. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissance. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.